Alors, l'idée, c'était de faire un point ce soir sur la passivite, donner un petit peu des clés pour pouvoir faire le challenge, donner quelques explications plus d'ordre à la fois stratégique et puis quelques éléments de compréhension aussi de comment se déroule une manche plutôt typée compétition. Euh, Comme c'est une visio qui était un peu prévue à l'arrache, j'ai pas grand-chose de bien préparé. J'espère que vous serez indulgents. Il y avait des questions qui sont arrivées que j'ai eues sur notamment les outils XC Contest. Voilà. Et une confusion un petit peu qui pouvait se faire. Donc, il faut distinguer déjà l'outil qui est XC-Track, qui est un outil pour à destination de plateformes Android, donc téléphone, tablette. Et XC-Track est un outil de navigation qui est largement plébiscité et utilisé dans le milieu de la compétition pour sa simplicité de mise en œuvre et le fait qu'il soit il y a une interaction entre les pilotes qui est très facile lorsque on a saisi une manche, et notamment avec les QR codes que l'on peut utiliser pour télécharger la manche depuis XC-Track, ou les codes de manche, je vais vous en montrer un tout à l'heure. Voilà. Donc ça, XC-Track, c'est un outil qui sert à voir la cartographie, qui sert à connaître les distances pour aller aux balises, qui permet de savoir dans quelle direction je dois me diriger. Il me donne en plus mes altitudes, toutes les infos de parapente de base, donc altitude, hauteur sol, vitesse par rapport au sol. Il peut calculer mes finesses. Voilà. Donc là, après, c'est un outil que chacun va paramétrer en fonction de ses besoins. Sur le groupe WhatsApp, je vous ai proposé une configuration qui correspond à une page typée compétition pour essayer d'avoir le maximum d'éléments qui correspondent à nos besoins, en sachant que certains éléments, vous allez peut-être les supprimer parce que ils ont peu d'importance pour vous. La finesse requise pour rentrer au goal, peut-être que c'est pas forcément une donnée importante quand on veut juste faire le challenge pas si vite. Ça a de l'importance quand on fait de la compétition. Ensuite, donc ça c'est pour XC-Track. XC Contest, en fait, c'est une plateforme sur laquelle on va décharger nos traces et c'est un classement international qui se crée jour par jour. C'est l'équivalent de la CFD, mais au niveau international. Chacun va décharger sa trace sur XC Contest pour être dans un classement. Alors, on n'est pas obligé de... ça peut se faire automatiquement, pardon. C'est-à-dire que depuis XC-Track, on peut paramétrer notre instrument pour que chaque fois qu'on est en vol, on apparaisse automatiquement sur XC Contest. On peut suivre en live ce que la personne est en train de faire. C'est comme ça que quand il y a des records qui sont en train de se faire ou des pilotes voilà, qui font des vols, on arrive à les suivre et à savoir où ils sont en temps réel. Donc ça, c'est le gros avantage de XC Contest. Et XC Track, si vous donnez l'autorisation à l'outil de transférer automatiquement vos traces sur XC Contest, eh ben, le déchargement se fait automatiquement. Par exemple, je vais vous montrer ma page XC Contest. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, comme vous n'avez pas les micros, s'il y en a un qui peut me confirmer que vous voyez bien la page. Oui, on la voit. Ouais, ok, merci. Donc là, ça, c'est ma page XC Contest. Ça veut dire que je me suis enregistré sur cette page-là. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, je suis allé voler, par exemple. Et je peux aller zoomer sur mon vol. Et en fait, je n'ai strictement rien fait pour déclarer ce vol. Ça s'est fait automatiquement. Et donc, ce vol, c'est le challenge de la Passivite aujourd'hui.
Et puis, je vais avoir d'autres vols qui sont enregistrés, qui ont été réalisés. Voilà. Donc ça, c'est une plateforme où les vols sont déposés et vous allez retrouver votre historique de vol pour peu que vos vols soient enregistrés automatiquement. Alors, j'en profite d'être sur cette page pour... Alors, vous voyez qu'il y a un lien vers XCTrack. Il y a un onglet XCTrack ici et qui permet de... Voilà, il y a une interaction vraiment entre les deux plateformes. Une chose importante dont on va parler après pour la sécurité, là, quand je vais dans mes groupes, vous allez trouver ici un code qui est propre à vous, à votre compte, l'UUID, et c'est un code qui va vous être demandé pour aller s'identifier notamment sur PureTrack. Vous pouvez voir ici, ça c'est un groupe auquel moi dans lequel je suis identifié pour ma sécurité. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, que ce soit au niveau de la Fédé, voilà, mes proches, on peut aller rechercher sur PureTrack où était ma trace, et en fait le lien se fait automatiquement via XCContest sur ce site PureTrack qui agglomère les traces. Est-ce qu'il y a des questions sur XCContest ? Alors, j'arrête le partage. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Donc, XCContest, est-ce qu'il y a des questions sur cette plateforme ? Bien. Donc voilà, bien différencier XCContest et XCTrack. Le côté retrouvabilité de la FFVL, je ne sais pas si vous avez activé votre retrouvabilité sur le site. Moi, je vous incite à le faire. Ça peut se faire via XCContest, justement, le code que je vous ai montré, pour se référencer et qu'à tout moment, on puisse avoir une lisibilité de nos traces par des personnes extérieures au niveau de la fédération, du club, voilà, n'importe qui pourrait aller vous rechercher. Et en compétition, c'est l'outil PureTrack qui est utilisé. Les manches que l'on vous propose, elles sont de type compétition. Alors, je vais vous partager un écran encore. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, avant que je bascule sur un autre écran? Non, ça va. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, je partage un autre écran. Alors, ici, vous devez voir donc une cartographie. Ça, c'est donc Task Creator. C'est un outil qu'on utilise pour créer les traces, créer les manches. Justement avec le jeu des cylindres, etc. Donc ça, c'est la passivite du mois de mai et qui a posé quelques soucis, j'ai l'impression, en termes de lisibilité. Et alors, on va voir que vous voyez sur Task Creator, il y a des flèches qui indiquent le sens dans lequel on doit circuler, dans le sens dans lequel on doit passer les différentes branches. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu brouillon sur un premier abord, mais après, avec un peu d'habitude, on apprend à s'y retrouver. Une manche de compétition, en fait, on a différentes balises, et vous voyez qu'on a un décollage, take-off. Donc ça, c'est le décollage de pleine joue. Et puis, chacune des balises que l'on utilise, elle est identifiée par un nom, par un rayon de balise. Et puis, il y a des distances intermédiaires. C'est les distances qu'il y a entre chacune des balises qu'il y a à franchir. Alors là, ça nous fait une somme de 8 balises, TP pour turn point en anglais.
Donc 8 balises, plus le décollage, ce qu'on appelle le start, la ligne de départ, le SS, la ligne d'arrivée, l'arrêt du chronomètre, et le goal pour la ligne d'arrivée. Donc ça, c'est un panneau type briefing, mais je vais vous partager maintenant quelque chose de plus simple. On a choisi de proposer une manche. Ça va être celle-ci. Voilà. On a choisi de créer une manche d'initiation à la passivite. Donc, je vais prendre exemple sur ce modèle-là pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc, c'est une manche de 15 km. Et lorsqu'on publie une manche, vous allez avoir cette page d'information. Vous allez avoir sur cette page d'information tout un tas de choses, une petite cartographie assez simplifiée, le nom des balises avec les rayons de cylindre, les distances. Première colonne distance, c'est la distance par les centres. C'est-à-dire que si on réalise tout le parcours en allant exactement au centre de chacune des balises, on réalise 26,6 km. Et le 15,4, en fait, c'est la distance optimisée. Ça correspond au trait rouge sur ma carte. Donc, dans les infos utiles, on a ici un QR code. Avec XCTrack, vous avez juste à scanner le QR code et vous avez automatiquement la manche qui est rentrée dans votre instrument. Vous avez juste à vérifier un petit peu les horaires, mais normalement, tous les paramètres de la manche sont saisis. Vous avez également ici un code. Le code de manche, là, actuellement, c'est donc pour cette manche-là, la manche d'initiation, c'est WOTI, W-O-T-I. C'est généré automatiquement par l'outil. Et dans la façon de télécharger une manche, vous pouvez choisir de rentrer via le cloud. Et via le cloud, en fait, vous tapez juste le code, donc là, WOTI, et vous allez automatiquement avoir téléchargé votre trace. Donc, on peut la rentrer par le QR code ou par le code qui est fourni avec. Les autres infos, vous avez la date de création, la personne qui l'a créée. Ici, ça c'est important. Pour la passivite, on n'est que sur de elapsed time. Elapsed time, ça veut dire qu'en français, on appelle ça du temps mini. C'est en cyclisme, on parlerait de contre-la-montre. C'est-à-dire qu'on a un parcours qui est proposé à tous. Et en fait, on doit, sur ce parcours, réaliser le meilleur temps possible entre un point de départ et un point d'arrivée. C'est le principe du contre-la-montre. Vous avez, alors, l'ouverture par défaut, elle est à 8h UTC, ça veut dire 10h, en sachant que 10h du matin, par chez nous, on a du mal à pouvoir réaliser un parcours complet. Donc, on se met de la marge, ça veut dire que la ligne elle est ouverte, la ligne de départ, elle est ouverte suffisamment bonne heure le matin pour qu'il n'y ait pas de souci. Et elle se termine à 21h. Bon, c'est pas des trucs très, très importants. Le goal, la ligne d'arrivée, c'est un cylindre. C'est pas une ligne. Hein, donc, c'est un cylindre dans lequel on doit rentrer. Puis là, après, il y a des différents paramètres de calcul pour le GPS. Et on a cette distance 15,4, c'est la distance optimisée. On fait une vraie différence entre distance optimisée et la vraie distance que l'on va réaliser. On va voir ça un petit peu après. Dans les infos intéressantes, vous avez ici les distances intermédiaires. Ça veut dire que depuis le décollage jusqu'au start ici, vous voyez la carte en même temps en dessous, hein, le grand cylindre ici, c'est la ligne de départ. Et bien, entre le décollage et la ligne de départ, j'ai 2 km. Et puis, ensuite, je vais avoir... alors, attendez. Non, ça, c'est la distance... Sur ce tableau-là, c'est la distance cumulée, pardon. Vous n'avez pas la distance intermédiaire. C'est la distance qui se cumule à chaque fois. Donc là, on a 1,6 km entre le bord du départ et la balise suivante. Et en fait, vous avez comme ça un avancement un peu des kilomètres qui est proposé. Sur XCTrack,
quand vous avez la manche qui est dessinée, vous avez des distances intermédiaires et qui correspondent à la distance qui sépare deux cylindres. Dans le vocabulaire, on va parler je vous ai dit, de start. Alors juste, on a essayé Oh, Serge, tu ne pas comme ça suffit. Si vous arrivez à couper vos micros pour couper le bruit de fond. Oui. Je disais donc, dans le vocabulaire, on va parler de start. Le start, c'est la ligne de départ. Ça veut dire qu'ici, pour ce parcours initiation, on a fait en sorte qu'il soit dans la suite logique, c'est-à-dire qu'on a une circulation dans le parcours qui est assez simple à lire, avec cette ligne de départ qui est suffisamment éloignée du décollage pour qu'on ait le temps de monter un petit peu. Pour autant, la ligne de départ, en fait, c'est le dernier passage de la ligne qui va déclencher le chronomètre. Ça veut dire que si en vol, je me mets en l'air et que je rentre dans mon cylindre bleu là de départ et que je prends le temps de venir m'extraire du côté de Varan, qui est par ici, et que je monte, j'ai la possibilité de ressortir pour rentrer, repasser la ligne de départ. Et je peux faire ça autant de fois que je veux. C'est le dernier passage de la ligne qui va compter pour déclencher le chrono. Donc ça vous laisse le temps de venir vous placer, et en fait que la ligne pourrait être exactement au niveau de pleine joue, ça ne serait pas gênant, parce qu'on peut rentrer dans le cylindre du départ, prendre le temps de s'extraire, puis revenir se placer à l'extérieur du cylindre pour à nouveau passer la ligne. Ça, c'est un premier point en termes de stratégie. Il y avait des questions, certains se demandaient, mais pourquoi on ressortait, pourquoi on faisait 2 ou 3 essais avant de prendre le vrai départ? Tout simplement pour prendre le temps de bien se placer dans la masse d'air, être le plus haut possible et partir avec le maximum d'altitude. Alors, comme je ne vous vois pas en même temps, n'hésitez pas à prendre la parole si jamais il y a besoin pour poser des questions. Une fois qu'on a passé le départ, on a des enchaînements de balises. Et là, les balises, donc l'instrument, il va vous donner la distance pour la prochaine balise. Chaque fois que vous passez un cylindre, il passe automatiquement l'outil à la balise suivante. Alors là, je parle beaucoup de XC-Track, mais il y a d'autres systèmes qui existent chez Naviteur, par exemple, ou Flymaster. Voilà, quel que soit l'outil de navigation, ils fonctionnent de la même manière et ils vont vous indiquer la direction, la distance requise pour pouvoir franchir le nouveau cylindre. Dès que vous rentrez à l'intérieur du cylindre, l'instrument bascule automatiquement sur le suivant. Alors, là, on arrive sur quelque chose d'intéressant. Je vous ai parlé du start, on a les balises. On va avoir le rayon bleu ici, le petit, qui est centré sur plateau d'Assy. En fait, il est centré sur Sanselmoz. Le point physique, c'est Sanselmoz. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ESS. En anglais, End of Speed Section. C'est la fin du chronomètre. Ça veut dire que lorsque je passe ce cylindre-là, mon chronomètre s'arrête. Donc, ligne de départ, c'est le gros cylindre. Je réalise tout mon parcours. Et quand je rentre dans l'ESS, mon chronomètre s'arrête. Ça veut dire que une fois que j'ai passé ce cylindre, je ne suis pas pressé pour rentrer à l'atterrissage. L'idée, c'est d'éviter d'accélérer en étant près du sol. Donc, pour éviter la course un peu après le meilleur chrono, on arrête le chronomètre suffisamment tôt dans le parcours pour que les gens y rentrent tranquillement et paisiblement à l'atterrissage. Donc là, en l'occurrence, c'est l'atterrissage de Shed qui est identifié ici. Je vous ai dit tout à l'heure, on a le parcours optimisé, là, qui est représenté par la ligne rouge. Et ce parcours optimisé, c'est l'instrument, c'est comme si on était en 2 dimensions. L'instrument, il ne comprend pas, il n'interprète pas le relief. Ça veut dire que le trait optimisé, c'est pas forcément le trait qu'on va suivre. C'est pas forcément par là où il faut passer. Parce que l'instrument, par exemple, là, si on se centre sur la balise du Prarion,
L'instrument, il n'a pas identifié que ici, on est dans une aérologie qui est plutôt pas forcément très saine. Et à cet endroit-là, on a une ligne de tension qui passe. Donc l'idée, elle est surtout pas de suivre l'optimiser à cet endroit-là. C'est la proposition de l'optimiser, c'est juste l'instrument qui le propose, mais en aucun cas, ça doit être votre choix à tout prix. Et il faut bien faire la distinction entre le bon sens du pilote, qui va analyser un secteur géographique, un point de raccroche, des obstacles, et ce que propose l'instrument. Là, en l'occurrence, ce cylindre-là, en toute logique, il va venir se passer ici. Cet endroit-là, dans le Prarion, en fait, c'est à l'aplomb de la piste de Plancer. Vous avez la ligne de tension qui passe juste au-dessus ici. Et le point de raccroche, il est très exactement ici, dans cette combe. Je vais vous partager un autre document pour vous illustrer un petit peu ça. Ah, je vois le message de Cédric qui dit « je vois rien ». Cédric, est-ce que tu as récupéré un peu le visuel ou pas? Ouais? Ok, ça marche. Alors, je vous partage... Est-ce que je peux vous partager? Voilà, ça. Donc ça, c'est issu du briefing qu'on avait fait au championnat de France l'année dernière. Donc, le point de raccrochage dont je vous parlais, il est ici. Vous voyez ma petite flèche. Donc, en fait, le cylindre que je vous montrais, il passe approximativement par ici. Il passe dans ce secteur-là. Et le point optimisé, il dit qu'on doit passer par là, là où j'ai mis ma flèche. Et je pense que ça vous paraît assez évident que cet endroit-là, c'est pas génial, quoi. Donc vraiment, le point de raccroche, vous avez ces petits alpages ici, à l'aplomb de la piste de Plancer, et le point de raccroche classique, il est dans la combe à droite, elle est toute en arbre, et cette zone-là, c'est la zone qui va remonter. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous repartager le parcours initiation, mais tant que... Ouais. Est-ce que... Marianne. Ah, pardon. Ah, vas-y. Oui, il y a Greg, vas-y Greg. Vas-y, Greg. Est-ce qu'on est obligé de respecter le départ et l'arrivée? C'est-à-dire que si je veux aller poser ailleurs qu'à Shed, là, sur la manche d'initiation que tu proposes, est-ce que c'est possible ou il Bien faut sûr. atterrir à Shed? Tu peux complètement choisir d'aller poser ailleurs. Par contre, pour valider l'intégralité du parcours, il faut avoir réalisé tout le parcours. Donc, Oui, pas que la partie dans le cylindre de Shed, quoi. Ouais, ça veut dire qu'il faut passer dans le cylindre de Shed et ensuite, tu peux aller te poser ailleurs. Sur mon premier essai de la Passivite ce mois-ci, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé me poser à Batistock. Mais d'où l'intérêt, après la balise qui arrête le chronomètre à Saint-Selmoz. En fait, une fois que j'avais arrêté mon chrono, j'ai pris le temps de monter et j'ai pris suffisamment d'altitude pour pouvoir faire l'enchaînement Shed, puis aller à Batistock. Okay. Voilà, mais tu es tout à fait libre d'aller poser où tu veux ensuite. Ah ouais. Marianne, tu avais une question? Ouais, pour être sûr d'avoir bien compris. Sur l'écran, tu montrais la petite, le grand premier cylindre de la SSS, du start. Le start, oui. Voilà, donc je peux rentrer, sortir. Je suis en attente pour faire le meilleur temps possible. Donc, si j'en sors, ça veut dire qu'a priori, le chrono se met en route. Et puis, si j'ai envie d'aller me promener à 4000 et puis d'aller taper le Prarion, la borne suivante, en fait, j'ai le droit. C'est pas un circuit optimisé, je fais 200 km. Mais lui, il va prendre en compte la dernière fois que je suis sortie de ce SSS, c'est bien ça? Alors, sortie ou rentrée? En fait, oui. Selon les parcours, on peut avoir effectivement des starts qui se font en sortie. Là, c'est plutôt en compétition qu'on va retrouver ça.
Là, pour l'instant, sur le parcours que je vous ai montré, c'est une ligne qui se passe plutôt en entrée de cylindre. On vient de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Et oui, mais du coup, j'en ressors à un moment donné. Et là, je peux aller me promener tout Oui, quand mais je veux pour aller faire le sentiment. le parcours est lancé. Après, tu pourrais très bien passer les 2 premières balises. Tu vas au Prarion. Tu estimes que finalement, tu n'es pas contente de ta prestation. Le soleil est en train de revenir. Les conditions s'améliorent. Tu peux très bien revenir en vol du côté du start, refaire un plein et repasser le start à nouveau. Et recommencer. Tu recommences le parcours autant de fois que tu veux jusqu'à avoir la possibilité de le faire en entier. D'accord, ouais, j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais revenir sur le parcours initiation. Voilà, je reviens sur cette carte. Donc, voilà, l'idée là de ce que je vous racontais, c'était de bien faire la distinction entre le parcours optimisé et les instruments de navigation. En vol, ce qu'ils vont vous proposer, le trait direct, c'est le parcours optimisé. Donc, bien faire la différence entre le trait optimisé et le vrai parcours qui fait que pour venir faire ce cylindre-là, j'ai tout intérêt à venir dans cette combe ici, qui est une zone d'extraction qui va me permettre de remonter pour ensuite repartir. Et donc, en repartant, ça veut dire que là, il y a un petit calcul parce que le cylindre d'arrivée ici, si on regarde un peu les courbes de niveau, donc je vais les regarder dans le détail un petit peu tout à l'heure, il ne faut pas être en dessous de 850 mètres. Le point le plus bas auquel je peux passer mon cylindre, c'est 850 mètres. Ça veut dire que si on veut se mettre une marge et être confort, on peut se dire 1000 mètres. Ça met déjà une bonne marge. Je pense que pour des gens qui vont s'initier au parcours, c'est bien de mettre des marges conséquentes. Et 1000 mètres avec entre 9,8 et 14,5, on a presque 5 km à faire. 5 km avec 8 de finesse. Ça veut dire que il vous faut à peu près 6 à 700 mètres de marge. Donc ça veut dire que tout ça à la louche, hein, le calcul que je vous fais, mais ça veut dire que ici, a priori, vous partez au moins à 1800 mètres de ce secteur-là, en sachant que la distance calculée, elle se fait depuis le bord ici. Elle ne se fait pas depuis là. Donc ça se trouve, on rajoute 1 km, parce que l'extraction, c'est ici qu'elle va se faire. Donc voilà, il y a des petits calculs comme ça qui se font quand on prépare une manche. J'ai une grande transition à faire. Je veux arriver à une altitude minimum de l'autre côté. Quelle est la distance? Quelle est la finesse moyenne de ma voile? Alors souvent, on va faire des calculs un petit peu qui dégradent les performances d'une voile, mais une voile ENA, c'est bien un calcul dégradé, c'est peut-être de se mettre à finesse 6, par exemple. Et à ce moment-là, on essaie de calculer de quelle hauteur j'ai besoin, à quelle altitude je dois partir de là-bas pour pouvoir aller chercher mon cylindre suivant. Donc voilà pour le parcours d'initiation qui est proposé. Donc ce parcours d'initiation, comme l'a mis Johan sur le groupe, hein, c'est un parcours qui reste à l'année. Il ne change pas, contrairement aux 2 autres, il ne va pas changer tous les mois. C'est le parcours pour vous initier un petit peu à l'utilisation des instruments, se repérer un petit peu dans l'espace entre les instruments, le relief, apprendre à gérer un petit peu ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ce parcours d'initiation? Non, c'est bon? Ok. Alors du coup, je continue. Cette fois-ci, je vais vous parler de la manche. Donc je vais revenir sur Task Creator, la petite manche du mois de mai, celle qui tricote.
Alors celle-ci, elle est un petit peu différente de la manche d'initiation. Ça veut dire qu'on a, si vous regardez, on a bien le décollage qui est ici. Il fait partie de mon tableau qui est à droite là, qui relève toutes les balises. C'est-à-dire que je vais me mettre en l'air, je vais sortir et je vais me mettre en attente là dans mon relief. Voilà. Mais ma ligne de départ, cette fois-ci, elle est dans l'autre sens par rapport à la manche d'initiation. Ça veut dire que je vais passer la ligne de départ de l'ouest vers l'est. Je vais revenir vers le décollage. Ma première balise, c'est la P18, là. En fait, elle passe exactement au niveau du décollage. Donc, vous voyez, le point optimisé, il est en avant du relief. Et bien, très clairement, le cheminement plutôt logique, quand on vient souvent des hauts reliefs qui sont derrière pleine joue, on va faire des pleins qui sont plutôt proches des falaises. En fait, la vraie trace, elle va venir par derrière ici. Et elle va venir passer pleine joue, plutôt verticale le parking, ou un peu en arrière, ou éventuellement à l'aplomb ici de la crête principale de pleine joue. Mais on va rarement venir se placer exactement au point optimisé. Voilà, donc ça c'était pour illustrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le point optimisé, il faut s'en méfier. Et puis, si on suit le parcours, on a un ordre. Alors sur ce modèle-là, on a les flèches. Marianne m'avait fait remarquer que sur XCTrack, effectivement, c'est que du très plein, il n'y a pas les flèches. Ça nécessite parfois de zoomer pour comprendre un peu le sens dans lequel on va. Et là, on a un petit aller-retour, un espèce de petit tricot ici qui se fait sur le devant, qui revient à Shed, pour repartir ensuite par derrière le refuge de Varan. Donc là, on a un enchaînement de 1, 2, 3 balises, puis la 4e qui est derrière Varan. Vous voyez, le trait optimisé, il passe, la distance la plus courte, il passe ici. Mais finalement, Varan, j'arrive à m'extraire ici en termes d'aérologie, je vais monter et je vais passer ma balise même en étant proche du relief ici, ou parfois peut-être qu'on vient sur les avant-reliefs ici. Et bien, en étant placé ici, ou pas complètement à l'aiguille de Varan, je vais être capable de passer cette première balise peut-être à cet endroit-là, et en faisant très peu de distance, et donc en restant dans une masse d'air plutôt généreuse et porteuse, peut-être que mon deuxième cylindre, je vais venir le passer ici, devant cette arête, qui souvent est génératrice de thermique. Et là, c'est là où il y a de la stratégie, c'est que vous devez identifier, mettre en lien la connaissance du terrain que vous pouvez avoir, ou les éléments visuels qui sont clairs, comme la présence d'un cumulus, qui identifie très souvent ici, décalé du relief, en avant, on a un cum très souvent qui est par là, et on a une ascendance. Et bien en fait, je vais rester dans l'ascendance principale de Varan, faire la première balise, venir passer peut-être la deuxième ici, et puisque ensuite le parcours il m'envoie sur le Prarion, peut-être que dans le retour, je viens traîner un petit peu sur Varan, ça me laisse l'opportunité soit de remonter, soit d'enchaîner, sans avoir perdu vraiment de hauteur, pardon. Alors que si je suivais le trait optimisé, en m'écartant ici, probablement que je perdrais de l'altitude pour ensuite repartir au Prarion. Donc après cet enchaînement-là, on a une balise qui est assez claire, toujours le même point de raccroche. Cette balise, elle est assez classique, on va dire, dans notre petit secteur pour jouer. La zone de raccroche, elle est ici, dans la combe boisée, pour remonter, et remonter suffisamment haut pour faire la balise. Balise suivante, là on a un petit tricot qui se fait entre Sanselmoz, c'est le trait rouge en fait. On va d'abord faire la balise Sanselmoz, ensuite on doit revenir à la balise de Batistock, donc ça nous met un petit peu avant le Super U, pour revenir finir le chronomètre à Sanselmoz. D'accord ? Donc ce cylindre ici, il est en rouge, parce que c'est la fin des pointants, mais je dois le faire une première fois, revenir devant, pour repartir ici. Alors l'intérêt, c'est tout simplement tous ces petits allers-retours là. C'était de proposer un parcours qui vous éloigne pas trop des zones généreuses, en ayant des atterrissages qui sont toujours jamais trop loin, pour des raisons de sécurité. Mais si on réduit artificiellement
le bocal dans lequel on évolue, ben, ça nécessite de faire un peu plus d'aller-retour. Alors là, on était peut-être un peu sur l'excès, on était peut-être en excès de ce point de vue-là. Et au mois de juin, le parcours qui va vous être proposé sera beaucoup plus évident. Il y aura beaucoup moins de petits allers-retours et de petites balises comme ça à faire. Là, ce petit aller-retour, mine de rien, il est important. C'est-à-dire que un compétiteur, il va analyser les choses de sorte que le dernier thermique, il se fait ici à Plancer. Pour arriver ici à Sanselmoz, faire la première balise, enchaîner sur Batistock et revenir à Sanselmoz sans jamais s'arrêter pour optimiser, parce que les thermiques ici vont être beaucoup moins généreux. Donc autant passer du temps au Prarion dans un thermique qui monte fort, plutôt que de passer du temps dans un thermique plus faible dans ce secteur-là. Et là, du coup, le calcul de hauteur à laquelle on doit partir, ben, il doit intégrer ce petit aller-retour. Ça, c'est si vous cherchez à optimiser un petit peu la performance. Et cet après-midi, avec Nico Rovira, on était sur la Passivite sur le grand parcours, et on passe pas les points de temps. Moi, je suis à 9 mètres. Je suis à 9 mètres du cylindre, et en fait, j'ai calculé trop juste. Et je passe pas le cylindre d'arrivée pour juste 9 mètres. Et Nico, c'est un tout petit peu plus pour lui, mais il passe pas non plus. Et on fait tous les deux la même erreur, c'est qu'on a un +1, genre 500 mètres avant le cylindre, on a un +1 qu'on néglige et qu'on n'arrive pas à retrouver après. Bon, voilà. Après, c'est le jeu. Le but, c'est de s'amuser. Donc, voilà, il y a des petits calculs comme ça. Mais ça, c'est... dès que vous allez arriver sur des parcours un peu plus ambitieux que le parcours d'initiation, il y a plein de petites subtilités comme ça qui se font. Et là, c'est vraiment intéressant de partager, d'échanger et d'aller regarder un petit peu les traces des autres et savoir comment les autres sont passés, en sachant que la grosse différence avec de la compétition, c'est que là, on n'est pas dans les mêmes conditions et on n'est pas tous en même temps pour faire le parcours. Donc, c'est absolument pas équitable. Mais il y a on va dire qu'il y a des choses qui sont transférables d'un vol à un autre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai levé la main. Là, j'ai pas vu. C'est pas grave. Tu peux remettre je suis pas sûre d'avoir compris le pif-paf du démarrage. Peut-être que j'ai pas bien regardé, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on... Le premier pif-paf. Le premier aller-retour. Je vais sur Task Creator, voilà, que je me mélange pas dans les outils. Alors. Là, voilà. Le cercle rouge, ce que je comprends pas, on décolle à P16. Tu décolles à D20. Non, tu décolles à D23. Là, oui, c'est plein de joues. Ça, c'est le décollage. Donc, il faut aller en bordure, il faut sortir du cercle rouge. Il faut sortir du cercle rouge. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le start. En compétition, ça veut dire que, par exemple, au championnat de France l'année dernière, quand on avait des situations comme ça, tous les pilotes allaient se mettre. En fait, il est placé pour que la zone d'attente elle soit propice. Ça veut dire qu'il est souvent en bordure d'une zone favorable. Là, en l'occurrence, la zone favorable, elle est plutôt du secteur de Varan. Alors, pour aujourd'hui, par exemple, c'était ici qu'on s'extrayait. Ça veut dire que quand on faisait le plafond, les copains avec qui j'ai fait le vol, on a fait le plafond à peu près par là. On est d'abord sorti pour ensuite rentrer. Et tu dois retoucher le cylindre bleu, du coup, de P quelque chose. Et ensuite, tu dois aller chercher ce cylindre bleu. Ok. Et j'avais une deuxième question que j'ai oubliée. Oui, si tu dis le SS, c'est donc P09, c'est ça? On arrive. Ici, ouais. C'est Batistock, c'est ça? Quelque chose comme ça? Non, c'est Sanselmoz. Sanselmoz, pardon. Ok. Et après, l'arrivée, c'est A16, mais il y a un autre cercle concentrique extérieur. Oui, parce que regarde, au début du parcours, on a pris le départ, on a fait une balise qui passe au niveau du déco. Ouais. On a été en faire une devant et on est revenu faire celle-ci. Ouais, on a un pif-paf là. Ok, j'ai compris. Le bleu, c'est pour le départ du parcours. Eh ben, c'est pas demain que je le fais, celui-là. Merci.
Qu'est-ce qui te gêne dans celui-là? Bah, pour l'instant, je ne sais pas encore trop suivre mon XC-Track, enfin mon écran, pendant que je vole. Donc, je vais commencer Alors, par ça déjà. cet après-midi, on a pris le bus à plusieurs, là, avec Pierre, avec Johan, entre autres, et on reparlait un petit peu justement des outils, choses comme ça. Et les outils de navigation, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on les a, 10-12 ans. Et faut savoir qu'avant, on faisait ces parcours-là, mais on n'avait pas d'outils de navigation. C'est-à-dire qu'on avait un GPS qui nous montrait, il y avait une flèche qui nous disait où il fallait aller. Et en fait, il y avait un travail de mémorisation à faire du parcours, de la forme géométrique. Donc après, c'est aussi ceux qui ont par exemple un outil beaucoup plus basique, les sea rides qui vont juste vous donner une direction à suivre, par exemple, ou des vieux Leonardo Digifly, des Flytech, des 5020, ou des Broniger, enfin voilà, des instruments un peu anciens. En fait, vous n'avez qu'une flèche. Donc, vous avez tout votre enchaînement de parcours qui est rentré dans l'instrument. Et lui, il va switcher à chaque fois les balises quand vous les aurez passées. Et par contre, c'est à vous de mémoriser, de savoir où il faut passer. Donc, c'est un travail. Et clairement, ce parcours-là, il n'est pas facile pour mémoriser. Il est pas évident. Ça veut dire qu'il faut passer un petit peu de temps sur la carte pour repérer un petit peu ça. Voilà. Aujourd'hui, les outils de navigation, ils nous facilitent quand même grandement la tâche. Mais le tracé du mois de juin, vous verrez, il est beaucoup, beaucoup plus simple, beaucoup plus évident à suivre. Et puis, voilà, encore une fois, le tracé d'initiation, il est fait pour vous familiariser avec les instruments. Donc, n'hésitez pas à le faire dès que vous pouvez. Et ce petit parcours d'initiation, ça nécessite une petite heure de vol. C'est un parcours vraiment accessible pour tout le monde. Je regarde mes notes un petit peu, voir si j'ai oublié des choses dans ce que j'avais identifié. A priori, voilà pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions, Pierre? Ouais, j'ai une question. En fait, on est fin du mois et je découvre aujourd'hui le sens dans lequel il faut passer le début de la section de chronométrage. Et Ouais. Je le découvre parce que tu l'expliques, mais qu'est-ce qui pouvait m'indiquer que je la passais dans le mauvais sens? Parce que comme je pensais qu'il fallait aller toucher ce cylindre-là, est-ce que c'est le rayon du cylindre qui est incurvé vers nous qui nous dit qu'il faut qu'on en sorte parce qu'on l'aborde toujours de l'extérieur? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas forcément ça, parce qu'il y a en fait, ça dépend de la configuration. Là, on a un grand cylindre pour le start avec une balise qui est à l'intérieur du cylindre. Et le fait que la première balise, elle est à l'intérieur du cylindre, la logique voudrait qu'on passe de l'extérieur vers l'intérieur. Mais même si tu es en attente, par exemple, aujourd'hui, on s'est extrait, on était à l'intérieur du cylindre, on a fait notre plafond à l'intérieur. De toute façon, en fait, il faut qu'on en sorte pour re-rentrer. Il faut qu'on la passe, et c'est pas très favorable, cette situation-là, parce que on a un virage à faire, et on a presque intérêt à dépasser le cylindre d'une bonne cinquantaine de mètres avant de lancer notre virage, pour stabiliser une fois qu'on a fait le demi-tour, se mettre en ligne droite, commencer à pousser l'accélérateur. Et en fait, si on veut optimiser les chronomètres, là, c'est un discours de compétiteur que je tiens. Et en fait, on cherche à être déjà à vitesse maximum au moment où on va passer le cylindre. Tu vois, avoir déjà pris de l'élan. Mais voilà, peu importe, en fait, tu dois l'avoir franchi. Tu dois de toute façon en sortir pour le refranchir. Et ce qui est important à savoir, c'est que tu peux le faire autant de fois que tu veux, de sortir, re-rentrer, parce que finalement, c'est ça qui te permet de te placer comme il faut. On peut avoir une config. L'autre config, ça serait par exemple, on a le cylindre qui est autour du décollage. Par exemple, un cylindre de 2 km autour du décollage, et la première balise, ça serait Varan. Et bien, à ce moment-là, on devrait être à l'intérieur du cylindre, et on franchirait la ligne de départ en sortie de cylindre.
Tu vois, et la zone d'attente, elle serait plutôt à l'intérieur. En fait, c'est la dernière fois qu'on le franchit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Parce Bah, que donc on peut le franchir qu'une seule fois. Je décolle, j'en sors, terminé. Oui, complètement. Sauf Tu que peux ta aussi première faire le valise, elle est choix à de. l'intérieur, donc tu es obligé de re-rentrer, quoi. Oui, voilà, là oui, mais Oui. Mais si tu prends le temps de faire le plein avant de passer le cylindre, eh ben, en fait, tu peux ne le franchir qu'une fois. Parce que Quand lui, on fait... Oui, pardon, Pierre. quel que soit le sens dans lequel tu le passes, lui, il t'annonce parti. Hein. Quand tu Oui, le oui, passes, il t'annonce parti. Quel que ouais, soit il le t'annonce sens dans parti. lequel tu passes. Ouais. Mais de toute façon, si tu le fais en sortie, tu dois sortir pour re-rentrer. Bah, la suite logique, c'est de toute façon, il faut bien que tu ailles la chercher, la balise suivante. Si elle est Ouais, tu fais dedans, demi-tour. Tu fais fais demi-tour. demi-tour. Ouais, bien sûr. Donc en fait, le truc, il se fait automatiquement. Voilà. Il n'y a pas tellement à se poser de questions sur cet aspect-là. Par contre, je pense que la notion qui n'était pas du tout claire d'un point de vue stratégique, c'était que j'ai le droit de faire autant de fois le départ que voulu, quoi. C'est le dernier qui compte. Sans repartir sur XC-Track à la balise précédente. Parce que ce que j'avais compris, moi, c'est que chaque fois que je le passais, j'appuyais sur un bouton que j'avais paramétré sur XC-Track et qui me remettait à la balise précédente. Mais tu n'es pas obligé de faire ça, finalement. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Ça, c'est pour ton confort de navigation. Parce que XC-Track, en fait, il ne va pas traiter le résultat. XC-Track, il te donne juste des infos de navigation. Mais l'enregistrement de la trace, XC-Track le fait. Et quand tu envoies ta trace, c'est Nico Rovira qui actuellement traite les traces, en fait, l'outil qu'il utilise va prendre automatiquement le tracé optimisé, le meilleur chrono. La dernière fois que tu es passé. Donc, tu n'as pas besoin, toi, si tu as identifié physiquement où est la ligne de départ, tu vois, tu prends un repère par rapport au sol, tu peux te dire, bah, voilà, je m'éloigne suffisamment, hop, je repasse. Tu n'as pas besoin de reconfigurer l'instrument, de revenir à la balise précédente pour pouvoir gérer ton départ. Ok, merci. Du coup, alors attends. Ah oui, non, c'est bon. Du coup, j'ai une autre question parce que je ne savais. Je pensais que tu allais parler de XC-Track sur nos téléphones ou sur nos appareils. Quand on passe une balise, on est bien d'accord, ça bip. Hein. Oui, souvent, oui. Ça, c'est dans les paramètres. Hein. D'accord. Parce que la seule fois où enfin, j'en ai fait 2 fois et à chaque fois, j'ai oublié de mettre mon appareil, donc je sais même pas le son qu'il a. Ouais. Ok. Alors, je ne parle pas de XC-Track ce soir parce qu'on a déjà fait une soirée à ce sujet-là. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de ne pas faire doublon. Hein, mais il y a des tutos. Johan, il a mis un lien vers un tuto. Et puis, la configuration que je vous ai partagée sur le groupe, voilà, vous pouvez vous en saisir. C'est celle que moi, j'utilise sur mon téléphone. Après, vous pouvez supprimer des champs. Moi, j'ai plein de choses parce que c'est adapté pour la compétition, mais vous pouvez enlever des choses. Hein. Regardez un peu ce qui vous convient et puis et voilà, ça se paramètre quasi à l'infini. Hein. XC-Track, c'est vraiment un outil pour ça qui est assez magique. Est-ce que sur cet aspect du défi, là, de la passivite, est-ce que vous avez d'autres questions que vous aviez? Non, moi, c'est clair. Une question plus après sur l'analyse des traces, du coup, et le classement, comment... Ouais. Alors, l'analyse des traces, donc la trace, vous l'envoyez sur l'adresse mail du club. Nico, il les récupère. Et là, il utilise un logiciel qui s'appelle FSComp, un logiciel vraiment typé compétition. Et il paramètre l'outil pour que la trace elle soit analysée en relation avec les balises qu'il y a à contourner. Et l'outil va dire si vous êtes bien passé dans la balise, à quel moment le chrono est bien parti, etc. Alors, de temps en temps, il
y a des manips manuels à faire parce que l'outil, des fois, il peut bugger. Donc, voilà, faut jeter un œil, voir si c'est cohérent. Mais globalement, ça se fait assez bien. Alors, la difficulté que rencontre Nico, c'est que en fait, c'est un outil qui est prévu pour une manche pour un jour. Et nous, en fait, on a une manche pour un mois. Donc, quand vous envoyez une trace un jour et puis il y en a un autre qui envoie une trace le lendemain, à chaque fois, il est obligé de reconfigurer l'outil en fait pour chacune des journées de vol. Donc, c'est un petit peu laborieux des fois, mais il y a juste à partager votre trace et l'outil va faire le traitement de la trace automatiquement. Je ne sais pas si ça répond à la question, Armel. Oui, en partie. Après, il y a des choses que je comprenais pas sur le classement par rapport au temps annoncé du pilote. Ouais. Donc en fait, le classement, on essaie de faire quelque chose d'assez basique pour pas trop compliquer la tâche. On a partagé les points entre des points de distance et des points de temps. C'est-à-dire qu'il y a 700 points pour la distance. Quelqu'un qui ne réaliserait pas entièrement la distance, vraiment, on vous invite à déposer vos traces, surtout si c'est pour vous les premières fois que vous faites ce type de parcours. N'ayez pas de scrupule à déposer votre trace. L'idée, elle est plus de partager un challenge ensemble. Avec, ça se fait normalement avec beaucoup de bienveillance, tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas à avoir de moquerie ou de choses comme ça parce qu'on n'a pas fini le parcours. Moi, je finis pas le parcours aujourd'hui pour 9 mètres, quoi. Donc, voilà, c'est pas très grave. Et même si le parcours est pas fini, vraiment, on vous invite à partager vos traces pour rentrer dans le classement. Et puis, la fois prochaine, peut-être que vous arriverez à le finir ou aller un peu plus loin. Ou voilà. Et donc, les 700 points, ils sont calculés de manière très linéaire. En fait, sur la distance qui est à réaliser, est-ce que vous la faites ou pas? Et là, c'est proportionnel. Et puis, ceux qui ont réalisé la distance, qui sont allés jusqu'au bout, ils vont avoir droit aux points temps. Les points temps, ils sont calculés. Alors, je ne vais pas vous refaire le truc comme ça, là, de tête, mais en gros, on met déjà entre toutes les catégories, donc les A, B, biplace, et les voiles C, D, CCC, on remet tout ça ensemble dans un même fichier. En fait, les différences de distance qu'il y a à réaliser entre les deux types de classement créent normalement suffisamment de différences pour que les chronos soient à peu près comparables. C'est-à-dire que ce mois-ci, par exemple, il y a 4-5 jours, là, le classement, on n'était que 2 à l'avoir fait. Un dans la catégorie B, moi en catégorie CCC, donc avec des distances complètement différentes. Et celui qui était en catégorie B, il a mis 1h40 et moi j'avais mis 1h42 dans l'autre catégorie. Donc a priori, on peut dire que c'est à peu près comparable. Donc les chronos, on met tout le monde sur dans un même fichier. Et on va comparer les différents chronos à ce moment-là. Et donc, il y a une répartition de points. Le plus rapide prend 300 points. Et de mémoire, c'est jusqu'à 1h40 après le plus rapide. Il y a des points qui sont distribués. Et au-delà de 1h40, il n'y a plus de points. Il n'y a plus de points à prendre. Voilà. Et du coup, ça donne le classement final. Je vois... Alors, une question sur la fréquence des points relevés, suivant le type de course pure. Ouais, alors là, la fréquence des points relevés, ça, c'est le paramétrage de vos instruments. J'imagine que c'est le nombre de points enregistrés. Donc, souvent, c'est des enregistrements toutes les 2 secondes. On peut paramétrer nos instruments pour faire un point par seconde ou un point toutes les 10 secondes ou 5 secondes. Mais ça, c'est un paramétrage qui est individuel. Plutôt sur votre instrument. Et ensuite, il y a une extrapolation de l'outil. Si vous avez vos 2 points qui sont à l'extérieur du cylindre,
en fonction des directions et des vitesses, l'outil est capable d'extrapoler la trajectoire que vous avez pu avoir. Donc, plus on a des points enregistrés qui sont proches, plus on a une précision sur la trace, notamment au passage des balises. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, c'est un paramètre qui vous appartient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça vous paraît clair? Les paramétrages, après, il faut bûcher un peu ses appareils. Oui. Alors, la configuration. Il y a aussi comment on configure nos appareils, que ce soit le téléphone portable ou le. Voilà. C'est pas si simple. Oui, tout à fait. Et en fait, le paramétrage, moi, je vous ai partagé une configuration. C'est pour vous donner une base de travail, mais il faut vous l'approprier. Ça veut dire qu'il faut aller regarder dans le paramétrage. Il faut aller regarder un petit peu ce que moi j'ai mis, parce qu'il y a des champs de valeurs qui sont pas forcément visibles du premier coup d'œil. Donc ça, vous regardez, je ne sais pas si vous allez voir dans XCTrack, en fait, vous allez dans personnaliser. Et dans personnaliser, vous allez avoir, mais là, je ne pense pas que vous allez voir grand-chose. Et en fait, ça vous met, non, mais dans personnaliser, vous allez voir tous les champs de valeurs. Mais toi, tu as plusieurs écrans disponibles. Tu peux glisser sur plusieurs écrans, non? Ouais, mais ça, on n'a qu'un écran. Ouais, mais ça, moi, je ne le fais pas. Ah, d'accord, ok, tu n'as qu'un seul écran, en fait. Ouais, moi, je travaille avec un seul. D'accord. De toute façon, il y a déjà assez de boulot, comme dit Aurore, sur le parcours d'identification. Si on a déjà le vario d'un côté qui donne 2-3 indications, et puis exactement, ouais. le parcours sur l'écran pour faciliter le visuel, ça fait déjà beaucoup d'informations. Ça fait déjà pas mal. Si on est là, c'est que c'est déjà pas mal d'avoir juste le parcours. Non, mais c'est ça, faut y aller doucement. Et puis, l'idée de ces parcours, bon, c'est voilà, créer de la convivialité. Voilà, on se retrouve ce soir. Alors, pas physiquement, j'aurais bien aimé, mais voilà, en tout cas, ça crée une forme de convivialité un petit peu au sein du club pour échanger sur des choses qu'on partage. Puis, c'est se challenger un petit peu pour essayer d'aller un peu plus loin dans nos vols. Voilà, donc au début, il faut commencer simple. Si vous avez juste une page qui vous indique, en sachant que on essaye de faire des parcours qui sont pas piégeux du point de vue des espaces aériens, des choses comme ça. Donc voilà, on a envie de peut-être vous inciter à aller un peu plus loin dans votre vol. Oser traverser la vallée, oser tenter des trucs, surtout qu'on a une vallée qui est quand même assez safe en termes de posée. Donc voilà, c'est aussi pour répondre à un besoin. Comme dit Rome, ça manquait dans la région. Voilà, c'est un truc. Moi, je l'ai importé de la Réunion. En fait, j'ai découvert ça à la Réunion l'automne dernier. Et en fait, ils sont à bloc là-bas. Alors, ils ne sont pas beaucoup de compétiteurs. Mais ceux qui font ça, ils font tous la compète à côté. Mais ils sont une quarantaine et en fait, ils se tirent la bourre, mais c'est incroyable la dynamique que ça met, quoi. Et vraiment, moi, je me suis prêté au jeu là-bas, je me suis éclaté avec eux et je me suis dit, mais ce truc-là, il faut le ramener à la maison, c'est trop bien. Donc voilà, et l'idée, c'est d'apprendre et de progresser, de se challenger aussi. Et puis effectivement, Gourdon, ils ont des trucs du même genre. Et en fait, ça fait progresser, quoi. Et puis, ça crée en fait, on va avoir des discussions avec des points communs, quoi. On va parler de la même chose et de comment t'es passé, par où tu fais, machin, et ça fait avancer, quoi. Ça fait progresser tout le monde. Et puis, ça permet aussi, des fois, celui qui passe pour celui qui est super fort là dans le secteur, des fois, il se ramasse, quoi. Voilà. Nico et moi, aujourd'hui, on boucle pas notre parcours, quoi. Voilà.
Ça arrive à tout le monde. Et il y a d'autres pilotes qui pourraient, sur le petit parcours, en fait, concurrencer ceux qui sont sur le grand. Enfin, voilà, ça crée un peu des surprises des fois. Et ça, c'est marrant. En tout cas, si ça vous plaît, si ça vous titille, c'est une bonne chose. C'est chouette. Ouais, ce qui serait chouette après, c'est de s'amuser à se retrouver pour essayer de les faire ensemble aussi, parce que en escouade, on vole probablement mieux. C'est-à-dire Oui. qu'on n'est pas obligé de faire le challenge en termes Ouais, de ouais. temps. Tout à fait, tout à fait. Et il y a des pièges aussi, parce que quand on est en groupe, eh ben, on se met à pas voler tout à fait pareil que quand on est tout seul. Et ça, c'est un des effets pervers du groupe. Il faut en avoir conscience. Parce qu'on a tendance à peut-être assurer un petit peu moins nos plafonds, parce que on va peut-être l'autre il accélère, moi aussi. Il peut y avoir des effets pervers parfois. Donc, ce qu'il faut, c'est bien avoir conscience de tout ça et que ça se fasse toujours en sécurité, quoi. Ouais, c'est bien Nous, rigolo. nous, tout ça. clairement, on était quelques-uns là, compétiteurs aujourd'hui. Il y avait Justin Puteaux, il y avait Nico Rovira, il y avait moi, puis il y en avait 4 ou 5 autres qui étaient en END. Et voilà, on s'est fait une petite manche d'entraînement avec la Passivite. Le fait de se retrouver au déco, et on s'est dit allez hop, on part là-dessus et voilà. Ça met une petite émulation. Très bien. À tous les niveaux, il faut vous en saisir. Et puis, pas hésiter à poser des questions sur le WhatsApp ou moi, si vous me croisez, ou d'autres pilotes qui sont plus expérimentés. Voilà. N'hésitez pas. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Mais de rien, avec plaisir. Et Merci. puis, Et merci à la fois pour ce soir-là et pour le boulot que ça représente derrière, quoi. Et l'initiative Oui. d'avoir lancé ça, c'est une super idée, quoi. Ouais. Et Essayer de le faire gros 2 du ou 3 balises, boulot, pas mal. et le gros du boulot, hein, c'est Nico qui le fait. Moi, de créer les manches, c'est pas le boulot le plus chiant. Et voilà, faudra pas hésiter à remercier Nico, parce que il y passe un petit peu de temps. On va se relayer d'ailleurs sur ces compétences-là, mais sans lui, ça se ferait pas, quoi. Donc voilà. Merci. Et voilà. Mais merci à vous en tout cas d'y porter de l'intérêt. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions. Tu remercieras bien Nicolas parce qu'il n'est pas là, je crois, ce soir. Tu n'oublieras Non, pas. mais- Et puis, l'idée, c'est de s'amuser quand même, j'espère. Oui. retrouver au déco, quoi. Il se fait plaisir aussi, hein, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, mais pour nous, l'idée, c'est de se retrouver au déco et peut-être moi, je trouve ça plus rigolo de le faire ensemble. Bien Voilà, sûr. donc, Bien sûr. les deux. Ah ouais. Eh bien, à bientôt. Ben, Merci. à tout bientôt.